Nanatsu no Taizai est sorti cette semaine, qui raconte donc les petites aventures entre Diane et Elisabeth. Bon, alors on avait déjà parlé un peu de tout ce qui sous-tendait au problème de Diane, hein, le fait qu'elle perde la mémoire, qu'on n'arrive pas trop à s'attacher à elle, que les petits moments bien cool, il en manque à ce personnage-là. Et donc... je pense que de ce côté-là, le débat est assez clos. Et clos, je pense, on a tous plus ou moins notre idée de ce qu'il faudrait amener à Diane pour que celle-ci donc retourne sur la voie du bon perso que tout le monde aime bien. Parce que je pense que tous les Taizai, en dehors de Diane, non, je crois que Diane est véritablement la Taizai qui est la moins aimée. Même Merlin, hein, c'est vrai qu'elle n'a pas eu le temps, elle n'a pas eu le temps non plus d'apparaître très longtemps. Mais pour moi, Merlin, c'est vrai que vous me dites de l'appeler souvent Merline, mais je vais quand même l'appeler Merlin parce que voilà, c'est l'habitude. Enfin bref, Merline, si vous préférez, allez, je trouve même du peu d'apparition qu'elle a eu. Je la trouvais tout de même un peu plus impactante en fait que Diane qui elle a été là très longtemps. Je sais pas, c'est peut-être parce que Merlin est très mystérieuse et qu'elle nous cache encore beaucoup de choses, surtout qu'on l'a pas encore vraiment vu combattre à ce point-ci. Elle a surtout utilisé des magies abusées, genre elle téléporte l'ennemi, l'adversaire à l'autre bout de la terre, elle a même pas besoin de combattre. Et je trouve ça dommage parce que j'aimerais vraiment bien l'avoir utiliser des sorts dévastateurs quand on sait par exemple que sa disciple, donc son ancienne disciple Viviane, donc la meuf qui est amoureuse de Guild Center, elle arrive à utiliser des magies quand même de dingue là, avec qui fusionnait 4 éléments et trucs comme ça. Alors j'imagine même pas ce que Merlin peut faire. Soit. Donc dans ce chapitre aussi on voit donc Diane qui est de nouveau hostile vis-à-vis d'Elisabeth, comme quoi je rappelle elle a perdu la mémoire de nouveau. Donc elle savoir qui est Elisabeth, qui est ce cochon, comme ça se fait qu'ils se connaissent. Du coup elle est assez distante envers Elisabeth, puisque la dernière image qu'elle a en tête des humains sont ceux qui l'ont trahi, elle et Matrona, et qui ont entraîné la fausse mort de Matrona la dernière fois. Donc de ce fait-là, Diane est encore assez, je dirais, très hostile vis-à-vis des humains de nouveau. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, lui effacer de nouveau la mémoire, c'est un peu effacer la progression au niveau du personnage, l'évolution character evolution. Enfin, l'évolution du personnage en gros. Ça reboot le truc, vous voyez. Et je trouve ça assez con, surtout que c'est un personnage dont on a appris justement qu'elle avait déjà eu la mémoire effacée auparavant. À se dire que franchement, toutes ces altérations de mémoire, ça me fait un peu... C'est un peu malsain, je trouve, pour la pauvre Diane qui visiblement ne sait vraiment pas ce qui l'entoure, ne connaît pas vraiment sa vie, et de ce fait là, si elle-même ne sait pas trop ce qui l'entoure, n'est pas trop au courant de ce qui l'entoure, et bah nous-mêmes on peut pas trop s'attacher à un personnage qui justement change, puisque c'est pas la même Diane qu'on a connue avant, hein, vous comprenez. Donc de ce fait là, il est difficile de s'attacher à un personnage qui change du tout au tout. Donc ces irrégularités font que je pense qu'à un moment donné, évidemment, Diane va se souvenir de tout à un moment donné. Quand exactement, j'en sais foutrement rien. Mais voilà, ce que je trouverais dommage par contre, c'est qu'on repasse avec toutes les scènes où Diane va devoir tout se rappeler, enfin, va devoir réapprendre tout. Donc je pense qu'elle va effectivement devoir tout se rappeler à partir d'une scène. Est-ce que Go c'est lui, sera là pour justement... lui redonner sa mémoire, parce que quand il va rencontrer King, Gosser sera peut-être pas loin, et quoi, il va se passer quoi? King va demander à Gosser de lui redonner sa mémoire, ou quoi, je sais pas trop. Vous voyez, donc, faut voir, et puis c'est peut-être aussi le moment de voir qu'il y ait les révélations qui sont faites aussi à propos de Gosser, qui est justement le dernier, l'ancien commandement qui a quitté l'Iran. Bref, donc du coup, Diane qui est un peu hostile vis-à-vis d'Elisabeth, et par ailleurs justement, elle vit des petites aventures à travers le labyrinthe, hein. Elle a perdu la trace de Matrona, mais à un moment donné justement Diane se retrouve face à une de ses grandes peurs, les insectes, hein. Rappelez-vous au tout début d'un Nanatsu no Taizai, elle avait affronté un chevalier sacré qui utilisait des insectes et des trucs comme ça, et la meuf pouvait pas combattre, alors qu'en soi elle était beaucoup plus puissante bien sûr, c'est juste qu'elle avait peur des insectes. Et donc t'as Elisabeth qui vient intervenir pour justement l'aider, bravant tous les dangers, pour enlever des sangsues donc de Diane. Au final, les deux s'attachent, j'allais dire, mais on va dire les deux deviennent complices assez rapidement. Et puis on voit bien que Diane, malgré le fait qu'elle soit hostile vis-à-vis des humains, de toute façon a une nature profondément gentille et calme, douce. Une nature qui donc fait qu'elle n'est en définitive pas quelqu'un qui est du genre à détester très longtemps. Et donc de ce côté-là, justement, on ne peut que se demander comment justement Nakaba Sensei veut... comment est-ce que Nakaba Sensei va faire en sorte que Diane revienne sur le devant de la scène en dehors du combat? Parce que si Diane déjà n'est appréciée que par ses prouesses au niveau du combat, ce serait assez dommage, parce qu'il faut aussi qu'on s'intéresse au personnage en lui-même. Je veux dire, King, en dehors du fait qu'il a en dehors du fait que quand il combat Chastefiol, il a plusieurs formes et tout, et c'est super cool et c'est stylé de le voir combattre, en dehors de ça, le personnage a une histoire très intéressante. Je veux dire, par exemple, Diane, pour l'instant, c'est encore un personnage qui à 50% gravite autour de la popularité de King. Hein, Diane, elle a eu un chapitre flashback, pourtant... Ce chapitre flashback n'a de conséquence qu'à peine maintenant, hein. Je veux dire, même encore, le flashback, c'est certainement celui que les gens ont le moins pour l'instant préféré. En même temps, quand tu compares face à Ban et King, qui sont deux flashbacks, leurs flashbacks quand ils ont commis leur crime, qui ont été, je dirais, qui ont été assez impactants, hein. La preuve, il y en a un qui a carrément été adapté dans un épisode complet. Et de toute façon, leur histoire a encore des impacts maintenant dans l'histoire.
Et le problème c'est que Diane en comparaison est assez faible, surtout qu'elle n'avait vraiment rien à voir donc dans son crime, c'était surtout Matrona quoi. Et d'ailleurs je comprends pas l'erreur que Nakaba Sensei a fait dans son flashback, elle aurait dû faire justement en sorte que Diane tue tous ces humains d'une manière spectaculaire comme l'a fait justement Matrona. Je trouvais que c'était le seul défaut du truc. Euh, Maintenant, bon, c'est vrai que ça évite que Diane soit une meurtrière d'humains, hein, parce que Ban n'a pas en soi tué des humains qui étaient peut-être innocents, il a peut-être tué des humains, ouais, des types. King aussi a certainement tué des hommes ou quoi, mais c'est vrai qu'on l'a pas vu à l'écran, et le fait de voir Diane tuer des humains, ça lui aurait peut-être porté préjudice, enfin, soit. Bref, donc du coup, à la fin du chapitre, les dieux deviennent, comme je l'avais dit, un peu complices, mais on voit donc Meliodas qui apparaît avec des grosses dents et accompagné de divers clones de lui-même. Bon, évidemment, on comprend que c'est pas le vrai Meliodas, mais que c'est un des deux commandements qui parle à travers donc ces créatures. Il est possible que ce soit donc la petite fille avec les tentacules, pour pas changer, ou alors que ce soit Balor ou Dolor, ça dépend comment vous voulez l'appeler, je vais l'appeler Balor. Donc Balor qui est également appelé Dolor de par les géants, enfin de par les humains techniquement, puisque... enfin pardon, Balor c'est le nom que lui ont donné les humains je crois, enfin je sais plus, enfin peu importe, mais en tout cas donc Dolor de son nom de dieu des géants. Les deux sont présents et comme vous pouvez le constater, le boss final sera visiblement et clairement donc ce Dolor. Est-ce que Dolor va être vaincu dans cette partie-ci de l'arc? J'espère pas, parce qu'un adversaire comme Dolor qui représente justement le dieu des géants et tout, c'est, je veux dire, l'ennemi Némésis parfait, et l'éliminer alors qu'on l'a introduit que récemment, je trouverais ça un peu dommage. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on est en plein dans l'arc des démons et que c'est pas des ennemis qui vont rester très longtemps, puisque Nakaba Sensei a déjà prévu de faire 3 arcs. Le premier étant sur Hendrickson, sur le début du manga, quoi. Le deuxième étant sur la bataille contre le clan des démons, et un troisième arc, justement, qui lui va couvrir certainement une bataille peut-être contre le clan des dieux, des déesses et tout. C'est possible, hein. Donc de ce côté-là, justement, alors il est assez évident donc de se dire que, que Balor et le reste seront donc vaincus ici. Pareil pour Estarossa. Et encore, enfin peut-être pas, hein, faut voir, puisque Hendrickson lui-même a survécu par exemple. Donc peut-être que ce ne sera pas Estarossa, mais peut-être Zeldris ou quoi qui survivra peut-être pour l'arc suivant encore. Enfin il faut voir, hein, parce que Estarossa, Zeldris, ils ont clairement des allures de boss final, de manga, mais ils ont été introduits tellement longtemps avant qu'il faut voir comment Nakaba va gérer les choses. Mais j'ai confiance en lui, c'est un des meilleurs mangaka de son époque. Non je déconne. Mais j'ai envie de dire que c'est en tout cas un des meilleurs mangaka de la nouvelle génération. Quand je dis l'ancienne génération, je pas. L'ancienne génération c'est genre Eikiroda, Tikubo, c'était Kishimoto à l'époque. Hein, même Mashima, c'est quand même, il commence à devenir un vieux mangaka, enfin un vieux mangaka, mais je veux dire un mangaka du vieux type, un passé 350 chapitres, pour moi, tu commences à devenir un vieux mangaka pour moi. Enfin, quand même, c'est une longue époque. 350 chapitres, c'est quand même quasiment, c'est équivalent à 350 semaines de parution, ça équivaut à, putain, presque 10 ans, quoi. Presque 10 ans. Non, allez, je déconne, pas presque 10 ans, mais... bah, ouais, non, ça fait 7-8 ans presque, hein, 7-8 ans de publication, c'est quand même blindé, quoi. Et donc voilà, je pense que je pense que c'est que Nakaba donc va nous préparer ça gentiment. Bon, alors pour le prochain chapitre, on aura certainement donc un affrontement Diane qui va faire, qui va montrer sa danse, puisque le titre du prochain chapitre fait référence à une sorte de danse, hein, et comme on sait que justement il y a une danse de la nature et que Diane visiblement est prédisposée à des dispositions pour utiliser cette danse, c'est juste qu'elle maîtrise pas, c'est pas trop l'utiliser, et bah clairement qu'on aura là donc le début du power-up de Diane, parce que c'est la seule Taizai qui n'a pas de véritable mesures pour affronter les 10 commandements sur un pied d'égalité. Merlin, c'est vrai qu'elle est figée pour l'instant, enfin il faut voir comme Galan a été vaincu, peut-être que la malédiction s'est envolée, donc du coup elle est libre. Mais d'un autre côté, elle a certainement de la magie ou des trucs comme ça qui lui permettent justement d'être très puissante. Diane, elle repose principalement sur sa force physique. C'est vrai qu'elle maîtrise de la force, enfin de la magie, des trucs comme ça, un pouvoir spécial, mais on l'a vu que rarement l'utiliser, et encore, enfin non, elle est rarement, on l'a vu quelques fois l'utiliser, mais son plus grand point fort c'était surtout l'utilisation de sa force brute, qui rivalise avec celle de Meliodas à l'époque, hein, alors que la meuf était par exemple en forme de réduction. Quand elle était petite et combattait Gosseur, c'est lui-même qui l'avait dit. Hein, donc quand elle est en forme géante, sa force physique dépasse celle de Meliodas. Bon, évidemment, Meliodas à l'époque il avait une force de 3250, mais quand même, Diane, pareil, elle avait sa force brute classique très basse et surpassait déjà le capitaine. Donc quand elle aura un power-up, putain, sa force physique sera immense, quoi. Hein, elle aura certainement un pouvoir de combat surpassant au moins les 30 000, hein, histoire qu'elle soit bien, on va dire, qu'elle soit potable, quoi, dans l'histoire. Merde. Bref, sur ce, les gens, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode, pour le prochain chapitre, pardon, de Nanatsu no Taizai. Pour les gens qui veulent donc rattraper le manga et qui n'ont pas vu l'animé, je rappelle que tous les événements de la saison 1
de l'animé en fait correspondent à ou correspondent au manga, à l'avancement du chapitre jusqu'au chapitre 97, un truc comme ça environ. Hein, donc je vous conseille d'aller le voir et puis relisez aussi tout le manga parce qu'il y a des scènes qui n'ont pas été mises dans l'animé, qui sont dans le manga, et puis voir la perspective du manga, c'est aussi très intéressant, surtout que vous allez pouvoir apprécier la différence qu'il y a dans certaines scènes. Par exemple dans le manga où je trouvais qu'il y avait beaucoup de scènes où l'intensité des combats était bien mieux retranscrite dans le manga bien entendu, alors que dans l'animé il y a certains moments qui manquaient quand même d'impact. Hein. Enfin certains moments, pas tous hein, bien sûr, mais il y avait certains moments seulement. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao et on se retrouve pour la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu Taizai. Zou